vais essayer de vous entretenir d'une page d'histoire sociale qui n'est pas très connue, et c'est pour cela que je me suis lancé dans cette aventure, Herriot, le radicalisme et les étrangers. Alors, après les saignées successives du premier conflit mondial, la politique de placement de la main-d'œuvre étrangère mise en place par les différents gouvernements républicains laisse apparaître de frappantes contradictions entre un discours altruiste et lyrique d'un côté et une logique utilitariste et empreinte de brutalité de l'autre. Au bout du compte, et sans aucun état d'âme, la France s'éloigne de cette fraternité historique de laquelle dépend pourtant son prestige universel. Ces contradictions se retrouvent dans les pensées, les programmes et les actes politiques des différents partisans du radicalisme. Mais que faut-il entendre au vrai par radicalisme? Quels sont les éléments composant sa doctrine? Il convient de commencer par là. Le radicalisme témoigne en premier lieu d'un attachement que l'on peut qualifier de religieux à la tradition révolutionnaire de 1789-93, c'est-à-dire pour les grands principes et les grands ancêtres de ce qu'il qualifie de grande révolution. Les radicaux s'affichent en effet dans leurs congrès, conférences et journaux comme les héritiers des Jacobins. Aussi, la sainte référence y est-elle constante. Le radicalisme exprime ensuite, et en toute logique, une détestation passionnée de tout ce qui est susceptible de rappeler l'Ancien Régime. D'où son opposition radicale, oserais-je dire, à toutes les formes de privilèges. Il en est, en somme, le parti des petits contre les gros. Ce terme de petit est du reste volontiers repris dans le vocabulaire politique de l'époque. Dans la presse, l'épithète fait propagande. La petite Gironde, le petit Dauphinois, la petite République et aussi le petit Parisien. Et comme me le disait d'ailleurs un de mes camarades, à ne pas confondre avec le célèbre Titi parisien, bien sûr. Le radicalisme se caractérise encore par la primauté qu'il accorde aux politiques sur le social. La promotion des réformes sociales est valorisée, certes, mais il n'est pas question de sacrifier la liberté individuelle à leur profit. Enfin et surtout, et pour ainsi dire de son ADN, de vouer une haine, que nous allons étudier d'ailleurs tout au long de cette journée, une haine particulière à l'endroit de l'Église catholique. Les radicaux, comme les jacobins avant eux, ne veulent pas simplement la confiner dans un rôle religieux. Leur matrice idéologique les conduit en toute cohérence à conspirer à sa destruction. L'approche définitionnelle ayant été posée, venons-en à la méthode. Comment la reconstitution de cette séquence historique s'organise-t-elle au point de vue documentaire? Selon quel mode opératoire établir la recherche des matériaux? Il semble aujourd'hui difficile de faire l'impasse sur un outil de repérage sémantique qui s'est développé au sein même de la BNF. Je veux bien sûr parler de la plateforme Retronews qui collationne désormais 2083 titres de presse publiés entre 1631 et 1952. Cela revient, pour notre sujet, à constituer un inventaire des deux expressions main-d'œuvre nationale et main-d'œuvre étrangère. Un inventaire qui ne doit pas être constitué paresseusement, assurément, mais orienté une connaissance approfondie du contexte historique, d'une part, et soutenu par une maîtrise préalable du vocabulaire politique et social ayant trait à la thématique abordée. Dans le cas présent, à la protection du travail national.
Poursuivant cette démarche, nous avons recensé pour la MOE, j'ai utilisé les cycles pour aller plus vite, main-d'œuvre étrangère, 2669 occurrences, et pour la main-d'œuvre nationale, 187 sur les années 1924 et 1925. Les autres sources archivistiques ne doivent pas être pour autant négligées, notamment la série F1A des Archives nationales, législation et réglementation, la série M des Archives départementales, administration générale et économie départementale, dont en particulier la sous-série 10, le travail et main-d'œuvre. En sus de cela, il est apparu que l'utilisation de la prosopographie, si chère à mon ancien patron Michel Fleury, puisque c'est lui-même qui a inventé le terme de prosopographie, une méthode d'investigation qui se donne pour but de reconstituer les carrières administratives, pouvait constituer un apport significatif pour cette recherche. Du côté des historiens actuels, les travaux portant sur les étrangers en France ne manquent pas. Cependant, cette bibliographie, il faut bien le reconnaître, ne fait pas preuve toujours de beaucoup de nuances. Qu'il s'agisse de Patrick Veil, de Gérard Noiriel, de Janine Ponty et de Ralph Shore, tous et chacun s'attachent à nous laisser croire que l'installation des ouvriers étrangers en France se serait faite au rythme d'une politique d'expédient, une politique qui se serait durcie à compter de la crise des années 30, du fait de la proximité de la guerre. Notre question est la suivante. Quelle aura été la politique migratoire du cartel des gauches, et plus particulièrement celle d'Édouard Herriot, dans ce cadre général? Comment les radicaux ont-ils essayé d'organiser le mouvement de la main-d'œuvre étrangère? Quels ont été les choix législatifs envisagés par le gouvernement du cartel? Et de quelle manière le projet a-t-il été porté et soutenu? Premièrement, mesures de protection administrative. Au lendemain d'une grande guerre dévastatrice, des instruments de contrôle se sont avérés nécessaires pour la défense des salariés français. Notamment, la commission interministérielle permanente de l'immigration, créée le 18 juillet 1920, dont les réunions ont lieu au ministère des Affaires étrangères. La commission était en effet chargée de préparer l'élaboration et de contrôler l'application générale des traités et conventions concernant l'immigration. Un dispositif au demeurant insuffisant au regard d'une population qui ne cesse d'augmenter, 1 million d'étrangers ayant occupé un emploi salarié en France de 1920 à 1924. Que faire alors? La recherche d'une rationalité organisationnelle dans la politique d'immigration ne suppose jamais rien de particulier. Elle se met en place selon les principes qu'on lui donne, soit, très clairement, la préférence nationale. Elle sera appliquée dans les offices de placement à compter du 31 décembre 1918. Le Parti radical y a recours en promouvant un office national de la main-d'œuvre étrangère. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, après leur victoire électorale du 11 mai, le cartel des gauches, conscient de l'insuffisance des moyens d'action mis à la disposition de l'administration chargée de l'immigration, s'indigne à l'idée que la France puisse, je cite, « laisser coloniser son territoire », fin de citation, sans qu'on y porte remède. Selon le rapport du 29 octobre 1924, établi au nom de la Commission des finances et portant fixation du budget général de l'exercice à venir, il est stipulé que la politique migratoire ne peut, je cite, continuer à se désintéresser de la manière dont s'effectue la répartition des étrangers et leur établissement. Aussi, le nouvel office dépendant du ministère du Travail se voit-il doté d'un budget de 3 300 000 francs. Il comprend une section industrielle, une section agricole et une section d'information et de contentieux. La province voit son rôle renforcé. Elle constitue en effet un relais
pour les services centraux en mettant à leur disposition des organes d'inspection puissamment outillés, mais aussi des centres d'émergement et des bureaux frontières plus nombreux. Des bureaux qui apportaient déjà une contribution financière non négligeable, puisqu'à hauteur d'au moins 1 million de francs, bien sûr. Dans l'esprit de la réforme, il n'est pas question d'établir un organe supplémentaire d'ordre technique, mais bien de garantir l'existence d'un centre efficient, autant économique qu'administratif, dont l'œuvre unificatrice demeure au service de la main-d'œuvre nationale. Inscrite dans la loi des finances aux articles 253, 254, 255 et 56, la création d'un office national de la main-d'œuvre pour le contrôle et la protection de l'immigration se trouva cependant contestée par les députés ruraux qui virent dans cette mesure la constitution d'un monopole d'État pour le placement des ouvriers agricoles. Rejoints dans leurs différends par les organisations syndicales qui exigeaient la fusion de l'Office de la main-d'œuvre étrangère dans celui de la main-d'œuvre nationale. Et c'est pourquoi, dans sa séance du 28 février 1925, la Chambre des députés a finalement remis aux calendes grecques le projet établi par le gouvernement Herriot. Le président du Conseil riposte 6 semaines plus tard en établissement de conseils nationaux économiques auxquels il donne une valeur consultative. Le premier décret propose aux grands organismes sociaux l'étude et la discussion des enjeux économiques du moment. En quelque sorte, une première ébauche d'une chambre professionnelle. Le second, promulgué le 7 avril 1925, précise la composition et les attributions du Conseil national de la main-d'œuvre. Le jeudi 25 juin est organisée au ministère de la Guerre la séance d'installation sous la présidence du successeur d'Édouard Herriot, Paul Painlevé. Dans son discours inaugural, ce dernier rappelle à quel point la question de la main-d'œuvre apparaît de toute première importance et autour de quels axes elle doit se développer. Pour cela, il convient de renverser le marché du travail en fixant une réglementation restrictive. Il pose à cet effet, je cite, 2 questions capitales auxquelles la vigilance doit être particulièrement attentive, la protection de notre main-d'œuvre nationale et la sauvegarde de la qualité de notre race, race bien sûr étant un synonyme du mot peuple, bien entendu. Assurément, nous avons affaire là à un programme gouvernemental sans ambiguïté que la conjoncture dégradée du pays rend d'autant plus pertinent aux yeux de ses concepteurs. Les mesures de la protection de la main-d'œuvre nationale, très clairement, s'affirment donc encore un peu plus. Quelque temps auparavant, le ministre du Travail s'était appuyé sur de nouvelles dispositions et dans une circulaire du 28 avril 1925, destinée aux chefs d'offices régionaux de passement, le ministre du Travail du gouvernement Painlevé du Rafour reprend les consignes. Je cite, « Un commencement de chômage dans l'industrie du vêtement et dans celle de la chaussure rend nécessaire l'adoption de mesures, fin de citation, de contrôle et d'assurer, je cite, une protection plus efficace à notre main-d'œuvre nationale, fermez les guillemets, il y aura lieu, écrit-il, de vous abstenir de donner un avis favorable aux demandes d'introduction ou de régularisation jusqu'à nouvel ordre concernant les travailleurs étrangers destinés à des établissements de ces industries. Par ailleurs, les conditions d'attribution de la carte d'identité des étrangers se voient durcies. Créée le 2 avril 1917, gratuite depuis le 18 novembre 1920, cette carte est sensiblement modifiée dans la loi de finances de 1925. Valable 3 ans, puis bientôt 2,
elle est désormais soumise à une taxe de 10 francs pour les travailleurs et de 68 francs pour les autres. Ce sera, dans un avenir proche, l'engrenage fiscal. L'apparition, sur fond de crise monétaire et financière, de nouvelles difficultés économiques pousse le législateur à organiser très clairement un contrôle bien plus strict sur l'emploi. Mesure maintenant de protection législative. Le 18 novembre 1925, le ministre Durafour dépose sur le bureau de la Chambre un projet de loi destiné à renforcer la protection du travail national. Les solutions qu'il préconise n'ont pas été décrétées ex cathedra, mais étudiées au sein d'une commission où siégeaient les grandes associations patronales et ouvrières. Moins de 8 mois plus tard, le 7 juillet 1926, le débat s'engage à la Chambre et se termine le lendemain par le vote. Très intéressant de voir ce qui s'y passe. À quoi assistons-nous? Tous les parlementaires s'accordent à dénoncer la concurrence ouvrière étrangère. Il est, je cite, « indispensable de réglementer strictement les conditions d'accès et d'utilisation de la main-d'œuvre ». Fermez les guillemets. Déjà un an auparavant, le Conseil national de la main-d'œuvre avait approuvé à l'unanimité le projet de loi. De la discussion qui suit, le débat parlementaire, 2 arguments peuvent être dégagés. Argument tactique et l'argument anticlérical qui est très mal connu et qui est important justement pour ce type d'enjeu. L'argument tactique, la position qui va être prise notamment par le Parti communiste s'avère ambivalente. D'un côté, il rend hommage aux travailleurs étrangers lorsqu'ils sont démocrates et socialistes. De l'autre, les communistes, je cite, se plaignent qu'il y ait trop d'étrangers dans certaines grandes industries comme les mines. Un député du parti réclame même le droit de refuser l'entrée, je cite, dans la commune à tout étranger alors qu'il y a un seul Français au chômage. L'argument anticlérical, ce dernier justifierait à lui seul le refus d'une présence étrangère en France. Certaines villes, je cite, du Pas-de-Calais, que je connais bien, est-il noté, sont transformées en ville polonaise où le polonais, que je connais bien aussi, langue exclusive et la dictature des curés. Autrement dit, les Polonais font obstacle au principe ou à la pratique de la démocratie française et nationale. Le député Ernest Lafont renchérit, les curés italiens sont des importateurs de jaunes au même titre que les curés polonais. Ce sont eux qui ont la réputation de casser les grèves. Les débats aboutissent à un vote quasi unanime. Avant la discussion du texte de loi, article par article, une demande de scrutin signée par quelques députés aboutit à un vote dont voici le résultat. 520 pour, 32 contre, les opposants étant essentiellement communistes. Et à la suite de ce vote, fort révélateur, l'orateur communiste, Picmal, fait part immédiatement à l'Assemblée de la décision du groupe de voter non. Mais il ne manque pas de prendre quelques précautions. Je cite, « Nous ne voudrions pas que notre intervention soit interprétée comme une manifestation d'un sentiment hostile à la proposition tendant à défendre la main-d'œuvre française. » La loi de 1926, votée à la Chambre à une quasi-unanimité, privilégie une réglementation d'ensemble qui va être incorporée au livre 2 du Code du travail, notamment l'article 64 qui interdit à l'employeur d'embaucher un étranger qui ne posséderait pas une carte d'identité avec la mention travailleur. Parvenu à ce stade, il convient d'étudier très clairement la position syndicale. S'est-elle rangée à la politique privilégiant la main-d'œuvre nationale ou l'a-t-elle combattue au nom d'autres principes? Dans un communiqué d'août 1926, la CFTC, que je connais très bien aussi, s'inquiète
de la crise économique à venir et insiste auprès du gouvernement pour que ce dernier prenne la bonne orientation sociale. Je cite, « En organisant le rapatriement progressif de la main-d'œuvre étrangère, préalablement à toute mise en chômage des travailleurs français. » Fermez les guillemets. Il s'agit donc pour la centrale chrétienne d'assurer avec soin le placement de la main-d'œuvre nationale, surtout celle qui encourt le risque d'être réduite au chômage. La CGT, quant à elle, est confrontée à la crise que connaît du fait de la crise le principe de la solidarité de classe avec les travailleurs du monde entier. Pour faire bonne mesure, Léon Jouot fait jouer une dialectique qui s'avère être, conformément à ce mode de pensée révolutionnaire, une véritable union des contraires. Notre syndicalisme, écrit-il, n'est pas xénophobe. Aussi ne réclame-t-il ni mesures coercitives, ni refoulement. En revanche, ouvrez les guillemets, nous demandons qu'il ne soit pas mis d'obstacle à ce courant de retour toujours constaté en cas de crise des travailleurs immigrés. Fermez les guillemets. En toute hypothèse, il exige immédiatement que le recrutement des travailleurs étrangers soit interdit. Cela alors que le comité confédéral national de la centrale syndicale déclarait en septembre 1924 qu'il ne saurait être question de s'opposer à l'entrée en France d'une main-d'œuvre étrangère. On reconnaît là particulièrement la marque de la stratégie révolutionnaire de l'Internationale ouvrière. Je cite, « La tactique se règle d'après les circonstances. Si en un seul jour, les circonstances changeaient 24 fois, eh bien, nous changerions 24 fois de tactique. » Donc, il est clair que ce projet est partagé jusqu'à la Ligue des droits de l'homme qui exprime sa résignation face aux contingences économiques du moment. D'où sa proposition assez inhabituelle dans son discours que, je cite, « des mesures soient prises pour protéger la main-d'œuvre nationale, la sécurité et la santé publique. » Que pense le patronat de ce débat sur la main-d'œuvre étrangère? Il y voit une opportunité majeure, celle de l'ouverture élargie du marché du travail, autrement dit, la réalisation du rêve séculaire du capital, quand les prolétaires sans protection, y compris nationale, sont mis en concurrence, ce qui a inévitablement pour effet de faire jouer les salaires à la baisse. À la fin de 1923, les charbonnages français, que mon père connaît très bien, puisqu'il y a travaillé pendant 42 ans, donc, ont déjà embauché 60 000 étrangers sur 240 000 ouvriers. Suivant la même logique, le comité des houillères et l'Office central de la main-d'œuvre agricole unissent leurs forces au sein de la Société générale d'immigration agricole et industrielle, la SGI, dont les statuts sont déposés le 7 mai 1924. Ce qui concerne également les services d'embauchage et de transport. Cette dernière Société générale n'a toutefois pas pour but avéré de réaliser des bénéfices. Elle agit en effet en mandateur des employeurs pour finaliser les contrats de travail après une sélection médicale et l'organisation du déplacement vers les lieux de recrutement. Le coût financier en revient soit à l'ouvrier, soit à l'employeur. Mais dans ce dernier cas, les frais sont à récupérer sur le salaire du nouvel arrivant par tranche de 10%, ce qui signifie qu'il est bien, in fine, à la charge du salarié à concurrence de 250 francs maximum. Voici qui pourrait s'apparenter à une véritable politique de racolage. Les ouvriers étrangers apparaissent sans aucun doute comme utiles au patron, d'abord pour assurer la production, ensuite pour infléchir les salaires à la baisse,
on vient de le dire, mais aussi pour rendre plus difficiles les revendications ouvrières qui exigent une unité morale de la main-d'œuvre et limiter le droit du travail. Et tant mieux si les ouvriers français et étrangers, s'opposant les uns aux autres pour motif de nationalité, de culture ou de religion, se neutralisent. C'est ce qui explique pourquoi la plupart des employeurs refusent de s'associer à une quelconque politique qui limiterait ou encadrerait les travailleurs étrangers. Bien mieux, ils réagissent avec vigueur contre ces initiatives et, je cite, y opposent une défense et une illustration de la main-d'œuvre étrangère. Dernière partie, les experts. Pour mieux comprendre la pensée ou la logique qui s'est imposée sur cette question de l'immigration, nous allons maintenant considérer 3 ouvrages majeurs. Le premier, par ordre chronologique, est celui de Bertrand Nogaro, universitaire et spécialiste reconnu des questions monétaires. Il a exercé, à partir de 1916, la fonction de directeur de l'Office de la main-d'œuvre étrangère. Auteur d'un livre coécrit avec le lieutenant-colonel Veil, Lucien Veil, La main-d'œuvre étrangère et coloniale pendant la guerre, paru en 1926, il a été le rapporteur malheureux de l'Office général de la main-d'œuvre, qui ne trouva, comme on l'a dit tout à l'heure, aucune majorité à la Chambre. Publié la même année, le deuxième ouvrage, L'immigration en France, est celui d'un haut fonctionnaire, Marcel Pan, membre du Comité national de la main-d'œuvre et du Conseil supérieur de l'agriculture, conseiller technique de la France à la Conférence internationale de l'émigration et de l'immigration de Rome, expert auprès du Comité permanent de l'émigration du Bureau international du travail, dirigé par l'ancien membre de la SFIO, Albert Thomas. La dernière publication, La France et les étrangers, intervient en 1928, est celui d'un politique, Charles Lambert, un avocat qui s'est d'abord intéressé aux questions d'enseignement. On lui doit en effet une petite brochure, L'enseignement de demain, l'école unique, parue en 1923, que préfaça Édouard Herriot. Président de la commission sociale et vice-président du Parti radical socialiste, député, Herriot le nomme haut commissaire à l'immigration et aux naturalisations, ce qui correspond à un sous-secrétaire d'État dans son gouvernement. Ces 3 experts ont certes eu des parcours différents, mais leur fonction s'inscrit dans un héritage jacobin que confirme leur rôle au sein du Parti radical socialiste. Le modèle auquel ils sont attachés est celui de l'immigration utile. Tous traitent en effet la question de l'immigration d'après un critère qui leur est commun, à savoir ce qui est utile pour le pays. L'utilité, caractère de ce qui est utile. Par la vertu de ce seul mot étendard, nos auteurs prétendent s'opposer à l'affectif et à l'émotionnel pour, s'élevant au-dessus des passions indésirables, promouvoir les seuls procédés rationnels. Témoin, Marcel Pan, qui, dans des formules incisives, parle, je cite, de mettre de l'ordre dans le chaos de l'immigration, si l'on veut des avantages réels qui permettront à la France de reprendre sa marche par ses seuls moyens après qu'elle aura pansé ses plaies. Fin de citation. Le déficit de la main-d'œuvre impose en effet ce recours qui doit être provisoire. Les propos de Lambert prolongent ceux de Pan, en y ajoutant cette idée que l'immigration doit constituer pour le pays un gain appréciable. Fin de citation. Il est entendu que si l'on ne devait pas prendre en considération ce critère décisif de l'utilité publique et nationale, la société française connaîtrait, à n'en pas douter, bien des tensions ou des soubresauts, l'immigration devenant vite incontrôlée. Quels sont précisément, selon nos experts, les 5 principaux dangers que représenterait cette perte
de contrôle des mouvements migratoires. Premièrement, le surpeuplement des villes. Dès lors que les ouvriers étrangers s'éloignent des campagnes dépeuplées, en rompant leur contrat de travail agricole, par exemple, ils renforceront leur tendance naturelle à s'installer dans les grands centres urbains. Là où il semble plus facile de trouver du travail, de se loger et de vivre, s'il le faut, dans la plus totale illégalité, exposant ainsi les Français à une concurrence déloyale. Deuxièmement, des centres d'irrédentisme. À partir du moment où se constituent sur un même territoire des communautés homogènes ou des groupements que lie une commune appartenance à un même pays d'origine, les contacts entre la population française et étrangère ne peuvent véritablement s'établir. Marcel Pan affirme « Nous estimons quant à nous que le groupement des étrangers en pareils îlots compacts est fort regrettable et que ces îlots pourraient, si l'on n'y prend pas garde, acheminer par leur importance croissante à la formation de minorités ethniques, source d'agitation politique, surtout lorsqu'elles sont localisées au voisinage des frontières. » Fin de citation. Et Lambert de mentionner quant à lui que les Polonais sont 40% à Courrières, 68% à Austricourt dans le Pas-de-Calais. Or, dit-il, je cite, « les colonies de peuplement sont réfractaires à toute assimilation française ». Fermez la citation. Même constat avancé par Nogaro qui dit « des centaines, je cite, des centaines de mille d'étrangers ont pu se fixer en France, des cités étrangères se sont constituées sur notre territoire, une presse étrangère s'y répand à profusion. » Troisièmement, la conquête pacifique des départements frontières. Par l'immigration de peuplement, la nation française est sans cesse menacée d'une conquête par endosmose. À terme, la perte de contrôle de places stratégiques compromettra les opérations de défense nationale. Quatrièmement, l'encombrement de nos hôpitaux en raison de conventions nationales d'assistance avec la Pologne le 3 septembre 1919, l'Italie le 30 septembre 1919, la Tchécoslovaquie le 20 mars 1920, les ouvriers étrangers ont le droit de bénéficier des soins dans les hôpitaux. Ce que faisant, Paris, comme le dit Charles Lambert, encourt le risque de devenir, je cite, « l'hôpital du monde ». Fermez la parenthèse. C'est là exagérer quelque peu le risque, admet-il. En revanche, la question de l'hygiène constitue la priorité du combat à mener avant toute installation des travailleurs étrangers. Cinquièmement, l'effectif des prisons. Il va sans dire, explique Charles Lambert, que la déchéance morale suit de près la déchéance physique. Fermez la parenthèse. Et de fait, à en croire les dernières statistiques qu'il produit, le nombre des étrangers poursuivis et incarcérés connaît une progression constante de 12% à 16% dans le département de la Seine. Avérés et combinés, ces 5 éléments sont susceptibles, concluent alors nos experts, de générer, experts radicaux, de générer, au sens propre au sens figuré d'ailleurs, de générer un mécanisme social dont la force redoutable risque d'entraîner une véritable rupture de digue. Le courant migratoire incontrôlé devenant ce que certains qualifieraient aujourd'hui de submersion. Il s'agit donc de mettre en place une salutaire politique de l'immigration, excluant tout laisser-faire, que si ce dernier est molle laisser-faire devait au contraire s'appliquer, la France ne manquerait pas de devenir, comme le souligne un peu poétiquement Marcel Pan, le dépotoir de l'univers. Écoutons ce dernier insister sur les conséquences de la politique d'abandon, la conséquence de la politique du renoncement. Voici ce qu'il dit. Par suite d'une négligence extraordinaire et presque inexcusable, dans la France, grand pays d'émigration,
Cette immigration se fait sans principe directeur, presque sans contrôle, par des frontières largement ouvertes, et elle accueille au hasard l'inapte, le taré, l'indésirable, à côté d'éléments parfaitement recevables, dignes d'entrer dans la famille française et que nous devons attirer à nous. La conclusion, donc, la doctrine Herriot. Il est temps de conclure cette communication en évoquant une figure majeure qui a été tenue jusqu'à maintenant un peu à l'écart dans cette étude, en quelque sorte en réserve de la République radicale. Je veux parler du président Édouard Herriot. Or, sur ce registre de la protection de la manœuvre nationale, Herriot a témoigné d'une vigilance jamais prise en défaut. On pourrait même la qualifier d'infatigable. C'est que ce dirigeant éminent du cartel des gauches était convaincu, qu'il eût pensé, que la présence sur notre sol de près de 3 millions de non-français se résumait en définitive à l'alternative suivante. Je cite ces mots, ils sont là, je cite donc ces mots, la mort ou la vie, pas moins. Et en choisissant pour sa part le second terme de cette alternative de mort ou de vie, Herriot a voulu répondre aux enjeux de la dépopulation, conséquence dramatique de la dernière guerre, par le triptyque choix, adaptation, assimilation. C'est ainsi que la francisation du nom, c'est écrit aussi dans le texte, eh bien, est apparue comme nécessaire. Nécessaire à la population française et notamment à l'ouvrier français et à tous ces gens de peu qui se trouvaient menacés dans leur équilibre social par une dépossession à laquelle un chômage dû à la concurrence étrangère aurait inévitablement conduit. La résolution des questions sociales si chères aux radicaux comportait bien un passage obligé, manifestement prioritaire à leurs yeux, la protection des travailleurs français. En 1928, Édouard Herriot publie une lettre préface de 4 pages, que vous avez là donc à l'écran. La seconde pour cet auteur, donc, est au livre de Charles Lambert. Cette dernière constitue une véritable synthèse doctrinale où l'on retrouve tous les éléments qui viennent d'être exposés, ce qui laisse naturellement à penser que les experts ont constitué un groupe ayant agi sous influence. Considérons d'ailleurs de plus près leur carrière. Bertrand Nogaro a certes vu son projet enterré en février 1925, mais 3 ans plus tard, Herriot le revendique à son compte et l'intègre comme un élément clé dans la réflexion synthétique qu'il développe sur l'immigration. Charles Lambert, maintenant, à peine nommé au Haut Commissariat, il prend comme directeur de cabinet Marcel Pan, bien sûr. Tout cela avec la bienveillance d'Édouard Herriot, qui est à l'origine tant de leur nomination que du rayonnement du petit cercle. Il reste que l'anticléricalisme vindicatif et routinier des caciques du Parti radical socialiste, soutenus par leurs électeurs, les enferme peu à peu dans un sélectionnisme malsain qui peine à distinguer les étrangers qui sont, pour reprendre leurs propres termes, très clairement, ethniquement assimilables, de ceux qui ne le sont pas. Sur quel fondement s'effectue en effet une telle sélection ? Bien, est naturalisable celui qui offre des garanties de conformité à la citoyenneté républicaine. La question que l'on peut se poser est alors la suivante. Les catholiques assumés ont-ils leur place dans ce dispositif, notamment les étrangers catholiques? Rien n'est moins sûr. Prenons l'exemple de la communauté polonaise. Dans les départements du Nord, ils apparaissent comme suspects, une notion, il est vrai, à bien des égards radicalement républicaine, et jacobine plutôt. Or, il se trouve que leur établissement en France ne va pas sans s'accompagner d'une mission catholique ayant un évêque à sa tête, lequel évêque, écrit Lambert, poursuit activement
la non-assimilation de leurs nationaux. Et on comprend maintenant, alors un peu mieux, pourquoi, malgré la loi de 1927 facilitant la naturalisation, les Polonais, qui représentent 17% de l'effectif global de l'immigration, sont moins de 4%, et même quelquefois, certaines années, moins de 3%, à accéder à la nationalité française. En définitive, le sort de l'étranger tient dans l'alternative suivante. Soit il est reconnu comme assimilable, soit il est considéré comme indésirable et il se retrouve ipso facto à l'extérieur des frontières nationales. C'est ce à quoi très clairement aboutit la doctrine Herriot dans le cadre du protectionnisme social. Il est à souligner que nul ne conteste cette doctrine en l'an de grâce 1924. Même l'un des plus fervents opposants au radicalisme, le nationaliste et leader des jeunesses patriotes, Pierre Tétinger, en partage le principe social, je le cite. « Nous sommes protectionnistes et nous voulons protéger la production en préservant notre main-d'œuvre nationale », dit-il. Mais ne devrais-je pas dire plutôt que c'est Édouard Herriot qui s'est aligné sur la ligne politique Barrès-Tétinger. Merci de votre attention.